dimension absolument extraordinaire, c'est qu'il est un équipier indispensable, mais aussi il est devenu un leader. Alors, est-ce que Thomas Voeckler est un sorcier? On a fait un petit sondage sur le site Cyclisme Actu où on a demandé si c'était un sorcier ou si la chance sourit aux audacieux et que voilà, c'était peut-être un concours de circonstances. 73% pensent que c'est un sorcier. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, écoutez, pendant des années, on m'a dit que j'étais sorcier parce que je gagnais. J'ai jamais pensé être sorcier. Et je pense que Thomas, il n'est pas sorcier. Il a des, il y a des circonstances, il a une équipe, il y a un potentiel, il sait l'utiliser. La sorcellerie, c'est pas ça. Je vais te poser une question volontairement provocatrice. Est-ce que Thomas Allez, vas-y, Voeckler, vas-y, vas-y, vas-y. est-ce que Frappe. Thomas Voeckler est un meilleur sélectionneur que Cyril Guimard? Ben, écoutez, je vais vous répondre oui, puisqu'il a plus de résultats que moi. Bon, moi, on m'a viré au bout de 2 ans, hein, il faut quand même le rappeler. Non, non, parce qu'on oublie l'histoire quelquefois. Mais bon, je dis qu'aujourd'hui, Vauclair est l'homme l'homme le plus adapté à cette situation. Ah, bonjour Cyril Guimard. Donc du coup, on est au lendemain d'une belle journée pour le cyclisme français. Si je t'avais dit il y a 2 ans, avant qu'il signe chez Jumbo-Visma, que Christophe Laporte aurait pris cette ampleur et serait devenu ce coureur-là, est-ce que tu m'aurais pris pour un fou ou non? Bien, en principe, ceux qui sont en avance sur l'actualité sont toujours des fous. Ça, c'est une règle. Comme avoir raison trop tôt, c'est aussi avoir tort. Oui, je pense que personne pouvait imaginer une telle évolution et qu'il prenne une telle envergure. Euh, bon, on savait qu'en rentrant dans une équipe qui avait une puissance collective supérieure à celle d'où il arrivait, l'équipe Cofidis, soit ses résultats seraient améliorés, soit il aurait été un élément clé dans le fonctionnement de l'équipe en tant qu'équipier, mais équipier, simple équipier, dirons-nous. Bon. Là, il a passé une dimension absolument extraordinaire, c'est qu'il est un équipier indispensable, mais aussi il est devenu un leader. Alors, un leader parmi les leaders, mais ça finit quand même par faire au travers de ces différentes victoires un superbe palmarès. Cette année, champion d'Europe, euh, et entre guillemets, avec un triplé Jumbo, parce que les trois premiers sont quand même de chez Jumbo. Tant mieux, on avait un Français dans cette équipe, c'est parfait. N'oublions pas que l'an dernier, euh, il a pris la seconde place des championnats du monde en Australie, ce qui est quand même une superbe récompense. Puis l'ensemble de ses autres victoires, surtout, c'est devenu un grand coureur serein, euh, toujours au bon endroit et au bon moment, disponible en permanence. Il est actuellement dans la plénitude de ses capacités, de ses possibilités. Donc oui, personne n'aurait supposé qu'il serait arrivé à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit déjà dans les différentes chroniques, euh, il a pris le risque de se mettre en danger plutôt que de rester dans une équipe où il ronronnait, où tout se passait bien, c'était un peu fonctionnaire. Il a accepté de se mettre en danger en partant dans la plus grande équipe ou une des trois plus grandes équipes. Il y a quand même Ineos et Quick-Step. Accepter de prendre ses risques, de se remettre en cause. Eh bien, finalement, ça paye. Et ça pourrait peut-être être un exemple d'ailleurs pour d'autres Français qui, quelquefois, préfèrent assurer de façon peut-être manque d'ambition, enfin,
ne pas se mettre en danger en disant je pars, je vais avoir des nouveaux challenges, etc. Là, finalement, j'ai ma position, je suis bien assis, tout va bien, je gagne bien ma vie, c'est parfait. Ce type de raisonnement ne permet pas une évolution comme celle de Christophe Laporte. Et je crois que, un, il faut le féliciter pour cette mise en danger, mais aussi par la capacité qu'il a eu à s'adapter à une équipe qui est quand même néerlandaise, c'est quand même pas la culture française, une culture de course qui n'est pas obligatoirement celle que l'on pratique en France et qui lui a permis de devenir, allez, on peut le dire aujourd'hui, le meilleur coureur français. Ouais, c'est ça, il était hier le leader de l'équipe de France, mais c'est plus que ça, c'est devenu le leader du cyclisme français. Oui, oui, totalement. Pas sur les grands tours, bien sûr. Mais enfin, quand tu l'as dans l'équipe, il permet de gagner les grands tours. Ouais. C'est plus qu'un ouais, c'est un leader, il sait tout faire, il a développé son potentiel de façon impressionnante. Et j'ai envie de dire, pourquoi on ne l'avait pas découvert plus tôt dans son équipe ou dans ses équipes? C'est toujours le problème, on sait pas, on sait, à l'étranger, il y a quelque chose qui fait que les talents arrivent à se développer, hein. Oui, oui. Enfin, il y a quelque chose que l'on sait, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. On ne serait pas politiquement correct. Mhm. Et sur cette course, ça a été limpide avec, voilà, ça s'est fait à la pédale. Christophe Laporte a placé la bonne attaque au bon moment, en fait. Il a pris les risques, il a pris le risque de perdre, en fait. Oui, mais c'est la même chose. Se mettre en danger quand on change d'équipe, ça peut aussi être le risque de perdre. Mais tant que vous ne vous mettez pas en danger, tant que vous ne prenez pas le risque de perdre, et que vous assurez l'essentiel en disant ben, oh là là, peut-être que si je fais troisième ou quatrième ou cinquième et premier français, ce sera extraordinaire. Non, c'est pas ça le vélo. Et je pense qu'aujourd'hui, et, et il faut le reconnaître en toute honnêteté, l'équipe de France court bien. Elle court bien, elle sait s'appuyer sur les équipes qui courent mal, il faut quand même le dire, et utiliser toutes ses failles pour aller chercher la gagne. Ça a été vrai sur les deux titres de champion du monde de Julien Alaphilippe, où, je le dis et je le répète, on peut dire merci quelquefois à l'équipe de Belgique, mais l'intelligence de l'équipe de France et la façon de courir de l'équipe de France, qui est directement imprégnée de la patte de Thomas Vauclair, euh, ben, ça permet de s'appuyer sur les erreurs des autres pour tirer le maximum. Bon, en Autriche, on n'était pas en Autriche, en Australie. Il y avait Evenepoel. Bon, il y a un moment, quand il y a beaucoup plus fort, on ne peut pas jouer. Et on va quand même chercher une deuxième place. Sur les championnats du monde cette année, on n'avait pas les coureurs pour jouer. Parce qu'en France, on fait que des courses en ligne, jamais de critérium. Alors qu'on devrait faire des critériums toute l'année, surtout chez les jeunes. Et ça, c'est encore un autre débat qui n'a pas lieu d'être là. Et d'ailleurs, il serait politiquement incorrect également. Mais là, sur un parcours beaucoup plus spécifique, l'équipe de France a très bien couru. Ne jouant pas aux équipes, on est les plus fortes, donc on met nos trains sur toute la route, les Belges à droite, les Hollandais à gauche, les Anglais au milieu. Il n'y a que les Italiens et les Français qui, eux, restaient beaucoup plus en retrait, observant, mais toujours présents au cas où. Pendant ce temps-là, ben, on économise des forces, de l'énergie, et puis on a surtout une bonne lecture de la course quand on n'est pas dans les 5 premiers du peloton. Voilà, donc une équipe de France qui court juste, et ça, faut féliciter Thomas Vauclair de l'esprit qu'il a donné et de la philosophie de course qu'il a donnée depuis qu'il est arrivé. Alors, est-ce que Thomas Voeckler est un sorcier? On a fait un petit sondage sur le site Cyclisme Actu où on a demandé si c'était un sorcier ou si la chance sourit aux audacieux et que voilà, c'était peut-être un concours de circonstances. 73% pensent que c'est un sorcier. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, écoutez, pendant des années, on a dit que j'étais sorcier parce que je gagnais. J'ai jamais pensé être sorcier.
Et je pense que Thomas, il n'est pas sorcier. Il a des, il y a des circonstances, il a une équipe, il y a un potentiel, il sait l'utiliser. La sorcellerie, c'est pas ça. Désolé, la sorcellerie, c'est pas faire une course intelligente sur des paramètres contrôlables et contrôlés, sur des stratégies affirmées. C'est pas de la sorcellerie. Je suis désolé, les gens qui sont capables de dire 73% c'est un sorcier, pourquoi il a des produits miracles qui font que d'un seul coup on est plus fort que tous les autres. Vous savez, utiliser le mot sorcier, pour moi, il est dangereux. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la sorcellerie, qu'ils aillent sur Internet et ils taperont sorcellerie, sorcier. Vauclair n'est pas un sorcier, pas plus que moi, pas plus que le fait vert aujourd'hui ou que l'équipe Jumbo. Alors, ramenons les choses. Tu sais, les mots ont un sens, hein. En tout cas, il a transmis l'esprit de la gagne à l'équipe de France. C'est ce que C'est j'ai incontestable. expliqué, oui, l'esprit de la gagne, ce que les Français n'ont pas en règle générale, puisque l'important, euh, l'important, malheureusement, c'est pas la rose, quoi. L'important, c'est de gagner, et nous, on est content quand on fait 7 ou 8. D'ailleurs, regardez ce que l'on dit à une arrivée de course. Quand vous avez fait 200 km d'échappée et rejoint à 3 bornes, ah oui, mais je me suis fait plaisir. Non, on se fait plaisir quand on gagne. On se fait pas plaisir parce qu'on fait 150 bornes d'échappée. Je suis désolé. Quand on fait 150 bornes d'échappée, on n'est pas un gagneur. Et les équipes l'acceptent, hein, faut quand même le dire. Et donc, toi, tu Il y étais a à la quand tête même de des l'équipe. patrons dans les voitures, normalement. Mhm. Toi, tu étais à la tête de l'équipe de France avant Thomas Voeckler. T'es passé pas loin en Autriche, à Innsbruck, de voir un de tes coureurs champion du monde. L'année Qu'est-ce qui, précédente aussi, puisque Julien se fait rejoindre au dernier kilomètre. effectivement, à Bergen, ouais. Qu'est-ce qui fait la différence? Toi, Bergen, c'est un coureur italien qui a fait la différence. t'as senti, toi, à ton arrivée, fallait transmettre cet esprit de la gagne aux Français et que Voeckler a poursuivi? Ben, c'est ce que j'ai apporté dans un premier temps. Vauclair a poursuivi. Oui, enfin, moi je ne me voyais pas à la tête de l'équipe de France et pas y aller avec un esprit de la gagne, ça n'existe pas. Enfin, j'ai jamais couru autrement que pour aller chercher la gagne, que ce soit comme coureur ou comme directeur sportif ou à la tête de l'équipe de France. On est passé juste à côté à Innsbruck avec Romain Bardet qui vient chercher une deuxième place derrière un coureur qui a fait aucune faute, Valverde. Et voilà, bon, on a 3 coureurs dans les 9 premiers. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Mais l'équipe était là, l'équipe se battait pour la gagne, elle ne se battait pas pour aller faire une place. Et tant qu'on aura à la tête de l'équipe de France des gagneurs et qu'on n'aura pas autour des gens qui l'empêchent de fonctionner comme il a envie, oui, je répète ce que j'ai dit, qu'il n'aura pas autour de lui des gens qui l'empêcheront d'agir comme il a envie d'agir, l'équipe de France continuera à gagner. Je vais te poser une question volontairement provocatrice. Est-ce que Thomas Allez, vas-y, Voeckler, vas-y, vas-y, vas-y. est-ce que Frappe. Thomas Voeckler est un meilleur sélectionneur que Cyril Guimard? Ben, écoutez, je vais vous répondre oui, puisqu'il a plus de résultats que moi. Bon, moi, on m'a viré au bout de 2 ans, hein, il faut quand même le rappeler. Non, non, parce qu'on oublie l'histoire quelquefois. Mais bon, je dis qu'aujourd'hui, Vauclair est l'homme l'homme le plus adapté à cette situation. Alors, il a transmis cet esprit de la gagne. Il y a un autre qui a l'esprit de la gagne, c'est Wout van Aert. Malheureusement, il a perdu la clé. Il n'arrive plus à trouver, il arrive plus à trouver le trousseau là. Il fait encore deuxième hier. C'est cette accumulation de places d'honneur sur les grands rendez-vous internationaux et sur les grandes courses du calendrier en Pas sur les général. championnats surtout, hein, Sur mais les championnats, c'est à la fois impressionnant parce qu'il est tout le temps là, mais c'est aussi terrible pour lui parce il arrive pas à décrocher un maillot, à une grande victoire depuis des lustres. alors, il a perdu la clé et c'est très bien qu'il l'ait perdue.
Ça nous permet de monter sur la première marche des podiums. Donc, je ne sais pas où il l'a mis, sans doute dans un endroit improbable. Il va sûrement finir par la retrouver à un moment ou à un autre. C'est un coureur qui a tellement de talent. C'est aussi cette année, il faut bien le dire, c'est pas son année où il est le plus en réussite. Il est passé à côté, très proche à plusieurs occasions et toujours pour un petit détail. Et il aurait pu gagner quand il a levé le game d'ailleurs, mais il en avait fait cadeau à Christophe Laporte, ce qui était un geste de sportivité et de reconnaissance qui était très très fort. Euh, je crois qu'il a dû faire 3 fois ou 4 fois deuxième sur les championnats du monde et championnats d'Europe et 2 fois troisième. Alors c'est vrai, quand on voyait le podium hier et qu'on le voyait encore sur la deuxième marche, il était un peu tristounet quand même. Pour nous, c'était formidable parce que c'était son propre équipier qui était sur la première marche. Mais même si c'est son équipier, dans sa tête, il ne devait pas être trop bien quand même. Surtout que là, il avait une opportunité en or. Logiquement, il aurait dû dépasser Christophe Laporte. Tout était fait pour Et qu'il non, gagne ce c'était pas podium. logique puisqu'il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Il était tellement bien parti et il a coincé, quoi. Physiquement, il a coincé physiquement. C'est plus complexe que ça. Si vous regardez l'ensemble de l'ascension de la bosse, quand Arnaud Delis visse au pied, il sort de la roue. Van Aert, qui perd à peu près 3-4 longueurs. Et alors que Delis est à fond, puisqu'il va jeter toutes ses forces pour aller le plus loin possible pour l'emmener, Wout van Aert est obligé de boucher un trou. Et là, il est obligé de mettre max. Et à mon avis, c'est les 30 ou 40 mètres qu'il fait pour retomber dans la roue de Arnaud Delis qui lui coûte les 20 derniers mètres pour sauter Christophe Laporte. Il n'y a pas de petits détails dans une course, tout se paye. Et alors, pourquoi il a perdu, ou c'est Delis qui est sorti trop fort, et à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire, puisqu'il fallait surtout lisser son effort, ou il sort trop fort, et Van Aert est surpris et perd les longueurs, il est obligé de boucher le trou, mais il ne peut pas crier non plus, parce que si tu l'arrêtes devant, c'est mort. Et je pense que la clé, elle se joue dans ces 3-4 secondes-là. Et puis, la capacité de Christophe, au moment où il a la peur de perdre, qui lui font sortir 3 tonnes d'adrénaline et qui lui permettent de réaccélérer. Et Wout van Aert, bah, là, de toute façon, il est sec de chez sec, donc il se rassoit et c'est fini. Donc lui continue à y croire, hein. Il dit dans ce discours, voilà, la roue va finir par tourner. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que ça tourne, changer sa façon de courir, retrouver la confiance simplement. Ben, écoute, je vais te faire une réponse qui va peut-être te surprendre. Qu'il ne change rien, qu'il continue à courir comme ça quand c'est nous qui gagnons. Ok. Et hier soir, il y a un médaillé néerlandais qui a lancé une petite bombe. On attendait une fusion Soudal-Ineos. Alors finalement, on partirait sur une fusion Jumbo-Soudal. Quel est ton avis sur cette information qui est, qui a- Alors qui a- d'abord, qui a lancé l'info? Alors c'est un média néerlandais plutôt bien informé généralement. Ça ne veut rien dire, ça, bien informé. Donc, Il est toujours bien informé, en oui. tout cas, c'est à prendre avec On une est petite proche de pince. l'enquête. Quelqu'un qui est proche de l'enquête. Euh, une chose est certaine, il va se passer des choses. Seulement, aujourd'hui, vous avez combien de coureurs dans l'équipe Jumbo qui ont déjà re-signé? Je n'ai pas fait le compte, mais je crois que l'équipe à 3-4 places est complète. Ah, si tu prends les coureurs des deux équipes, tu es à 50 coureurs. Ben oui, donc il y a des choses qui mathématiquement, voire financièrement, paraissent difficiles. C'est beaucoup moins compliqué avec Ineos, puisque je crois qu'ils n'ont qu'une douzaine ou 12 ou 14 coureurs sous contrat. Euh, bon, est-ce que c'est pas une information pour
pour noyer un peu les poissons qui ont du mal à respirer en ce moment. En tout cas, si ça se fait, ça ferait une sacrée armada, ça ferait des problèmes également à régler, mais ça ferait une sacrée armada. Oui, si vous mettez les 50 meilleurs buteurs du monde au PSG, ils n'iront pas gagner la Coupe du Monde, hein. Enfin, ou la Coupe d'Europe. Ça serait pas une, Il faut quand même aussi un gardien de but, hein. ça serait pas une très bonne nouvelle pour le cyclisme, hein, que toutes ces stars se regroupent. Au moins, ça remettrait peut-être l'église au milieu du village, C'est-à-dire, parce que ça finirait par exploser. ouais. Bah, écoutez, je vais vous donner un exemple qui est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie, la grande star des années 90. Il a monté une équipe, elle n'a duré que 5 ans. Il voulait faire la plus grande équipe du monde. Il a fait une équipe où il y avait, je crois, une vingtaine de nations, ou plus de 15 nations représentées. L'équipe, elle a explosé. Il a mis la clé sous le paillasson et Tapi s'est cassé. Alors, vous voyez, l'histoire pourrait éventuellement se réécrire. Donc toi, pour finir, t'as du mal à y croire à cette fusion. J'ai du mal à croire à celle-là, beaucoup moins avec celle de Ineos, qui paraît beaucoup plus légitime, puisque l'équipe Ineos est en perte de vitesse. Bon, il faut bien le dire, en dehors d'Evenepoel, Lefebvre est aussi en perte de vitesse. Il est en perte de budget, ce qui va d'ailleurs ensemble. Et Ineos n'a plus de vrai leader aujourd'hui. Et donc, Evenepoel serait l'homme providentiel dans cette fusion. C'est ce qui me paraît le plus logique, mais bon, entre ce qui me paraît logique à moi et les réalités politico-économiques, je ne fais pas obligatoirement toujours bon ménage. Merci Cyril Guimard pour cette chronique.